tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon du programme d'histoire de Terminale. Alors nous sommes dans le thème 2 et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde de 1953 à 1975. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dès la fin des années 40, l'utopie d'un monde de paix laisse rapidement la place à la peur d'une troisième guerre mondiale opposant l'URSS aux États-Unis. Les tensions internationales sont très fortes et se trouvent renforcées par l'explosion d'un mouvement de décolonisation qui embrase rapidement l'ensemble des empires coloniaux européens. Et ces deux mouvements de bipolarisation et de décolonisation s'entrechoquent et s'alimentent mutuellement pour aboutir à une redistribution en profondeur des enjeux géopolitiques, qui va rejeter l'Europe au second plan face à de nouveaux espaces comme l'Asie et le Moyen-Orient. La problématique de cette leçon sera comment la bipolarisation issue de la guerre froide interfère avec la décolonisation et conduit à l'émergence de nouveaux acteurs internationaux. Et pour commencer, abordons la question de la guerre froide. Alors, entre 1953 et 1962, le monde devient bipolaire. Alors quand on pense à monde bipolaire, évidemment, on pense à l'Europe et en particulier à l'Allemagne. Le blocus de Berlin a abouti à la partition de l'Allemagne en deux pays. La RFA, République fédérale allemande, à l'ouest, et la RDA, République démocratique allemande, à l'est. Sa capitale, Berlin, est elle aussi divisée et occupée. En 1949 est créée l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus connue sous l'acronyme OTAN, alliance militaire regroupant la Turquie, le Canada et les États-Unis qui offrent leur protection aux Européens. En réponse, l'URSS organise une alliance militaire avec les pays d'Europe de l'Est. C'est ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. En 1961, le gouvernement de la RDA entoure Berlin-Ouest d'un ensemble de fortifications. C'est la naissance du mur de Berlin qui va symboliser ce partage de l'Europe et de l'Allemagne en deux. L'Asie, de son côté, devient rapidement au cœur de la course entre les deux superpuissances au travers de trois pays. Les États-Unis y pratiquent la politique de l'endiguement, qui vise à empêcher la propagation du communisme. Dans la colonie française de l'Indochine, le communiste Ho Chi Minh proclame en 1945 l'indépendance du Vietnam. Les États-Unis, au nom de l'endiguement, soutiennent la puissance coloniale française. En Chine, la victoire des communistes de Mao Zedong en 1949 bouleverse la géopolitique asiatique. Les nationalistes se réfugient sur l'île de Formose, qui deviendra Taïwan. En Corée, enfin, les États-Unis interviennent militairement pour empêcher la Corée du Nord d'envahir la Corée du Sud. Et de 1950 à 1953, Corée du Sud, soutenue par les États-Unis, et Corée du Nord, aidée par la Chine, s'affrontent dans ce que l'on a coutume d'appeler le premier conflit de la guerre froide. En 1953, Staline meurt et est remplacé par Khrouchtchev qui met en place la déstalinisation, c'est-à-dire la dénonciation du modèle staliniste. Il cherche à renouer le dialogue avec les États-Unis en lançant la coexistence pacifique. En 1959, à Cuba, le révolutionnaire Fidel Castro chasse le dictateur Batista, soutenu par les États-Unis. Castro, dont les États-Unis cherchent à renverser le pouvoir, se rapproche de l'URSS qui décide d'installer sur l'île des missiles nucléaires. Kennedy ordonne alors le blocus de l'île et menace de guerre quiconque forcerait le blocus. C'est la crise durant laquelle la guerre entre les deux superpuissances est la plus proche. Mais finalement, Kennedy et Khrouchtchev négocient un compromis. Les soviétiques retirent leurs missiles contre la garantie que Cuba ne sera pas attaqué par les États-Unis. Alors, la guerre froide, on ne peut pas la limiter à une série de conflits et de dates. Il faut aussi voir que c'est l'opposition de deux modèles, et notamment deux modèles de société. D'un côté, la promotion d'un modèle social égalitaire fondé sur la mise en commun des outils de production en URSS, où la dictature du prolétariat est vue comme un outil vers une société égalitaire dans laquelle l'individu va travailler pour le progrès de la société dans son ensemble. Dans la société soviétique, les marques d'inégalité doivent donc disparaître. Au contraire, le modèle américain est celui de la réussite individuelle, du self-made man, qui permet par sa réussite et son exemple de faire avancer la société dans un modèle libéral. Le capitalisme, la foi religieuse et la démocratie libérale sont les piliers de la société américaine. Alors bien sûr, ces deux modèles de société restent assez théoriques et de nombreux contre-exemples viennent limiter ces définitions. Mais il reste des objectifs et des éléments de doctrine, et donc du coup de propagande. La lutte entre les deux superpuissances se déroule essentiellement dans le domaine militaire.
L'explosion en 1949 de la bombe atomique soviétique place la dissuasion nucléaire au cœur de l'affrontement. Et une course aux armements se met en place avec la création d'armes de plus en plus puissantes, de moyens d'attaque à longue portée, comme des bombardiers, des missiles intercontinentaux ou bien encore des sous-marins, instaurant ce qu'on a appelé un équilibre de la terreur. Mais la compétition entre les deux superpuissances se joue aussi dans l'espace avec la course à la Lune. Et si l'URSS est longtemps en avance, puisque c'est elle qui envoie le premier satellite, Sputnik, ou encore le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, ce sont finalement les États-Unis qui, en 1969, posent les premiers le drapeau de leur pays sur le satellite de la Terre. Dans le domaine sportif, lors des Jeux Olympiques, les affrontements entre les deux équipes prennent là encore une autre dimension. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qu'on a appelé la détente, qui reste cependant limitée. Après la crise de Cuba, les deux superpuissances prennent en fait conscience de la nécessité d'un dialogue. Une ligne téléphonique directe qu'on a appelée le téléphone rouge est ouverte entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Dans la continuité de ce dialogue, dans les années 60, les accords sur une désescalade de la course aux armements se multiplient. Traité de non-prolifération de l'arme nucléaire en 1968, ou bien encore accord de limitation des armes stratégiques en 1972, ce qu'on a appelé les accords SALT I. Les dirigeants des deux pays, Nixon et Brejnev, multiplient les rencontres et les accords. Mais la détente reste fragile. Alors que les États-Unis s'enlisent dans le bourbier vietnamien, l'URSS aide les mouvements révolutionnaires en Amérique centrale et en Afrique et la course aux armements se poursuit. En Europe, le leadership des deux superpuissances est doucement remis en cause. En 1966, le général de Gaulle annonce la sortie de la France de l'OTAN. Le chancelier allemand de la RFA, Willy Brandt, lance de son côté l'Ostpolitik, c'est-à-dire un rapprochement entre la RFA et la RDA qui se reconnaissent mutuellement en 1972. En 1973 est créée la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui aboutit 2 ans plus tard à la signature des accords d'Helsinki, accords qui sont signés par 35 pays dont l'URSS et les États-Unis, et qui visent notamment un règlement pacifique des conflits, un respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une coopération entre les États. Alors si la détente permet la diminution des tensions liées à la guerre froide, c'est aussi que durant cette période, le monde est traversé par un autre phénomène majeur, celui de la décolonisation. La décolonisation intervient après 1945 dans un contexte favorable. Pourquoi ? D'abord, les puissances coloniales européennes, en particulier la France et le Royaume-Uni, sortent, faut le dire, fragilisées de la Seconde Guerre mondiale. En Asie, l'occupation japonaise des colonies a notamment détruit systématiquement les administrations coloniales. D'un autre côté, les leaders des mouvements indépendantistes entendent accélérer la fin de la colonisation. Dès 1942, Gandhi lance le mouvement Quit India. À Sétif, en Algérie, les manifestations indépendantistes du 8 mai 1945 aboutissent à des massacres de populations européennes et en représailles à la mort de milliers d'Algériens. L'autre élément du contexte qui est largement favorable à la décolonisation, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui est créée en 1945, et qui affirme, je cite, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'ONU va offrir une tribune internationale au mouvement de décolonisation. De leur côté, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, sont opposées à la question de la colonisation. Même si dans les faits, le soutien des États-Unis au mouvement indépendantiste est plus aléatoire, les États-Unis ne soutiennent jamais officiellement une puissance coloniale. De son côté, l'URSS affirme clairement son soutien au mouvement anti-impérialiste. Alors, le point de départ de la décolonisation, c'est l'Asie, et plus particulièrement l'Inde. La fin des Indes britanniques est négociée depuis 1945, et elle est effective lorsque les Britanniques acceptent l'indépendance du Pakistan et de l'Union indienne le 15 août 1947, puis la Birmanie en 1948. Dans ces territoires où populations hindoues et musulmanes vivent ensemble, les tensions sont très fortes et s'accroissent déjà depuis 1945. La Ligue musulmane d'Ali Jinnah veut une Inde séparée, alors que Gandhi et le Parti du Congrès veulent un État unitaire. La partition de l'Inde tourne à la tragédie avec le déplacement de près de 9 millions de réfugiés, ainsi que la mort de centaines de milliers de personnes lors de massacres intercommunautaires. Et Gandhi lui-même est assassiné par un hindou. En Indonésie, colonie des Pays-Bas, le leader nationaliste Soekarno proclame l'indépendance de son pays. Le conflit se termine en 1949 avec l'indépendance de l'Indonésie.
Dans l'Indochine française, Ho Chi Minh, on l'a vu, proclame l'indépendance du Vietnam en 1945. Après l'échec des négociations avec le gouvernement français, le conflit éclate entre le Viet Minh, qui est le mouvement indépendantiste, et les troupes coloniales. Malgré le soutien économique des États-Unis, la France perd progressivement le contrôle de sa colonie. Et après la défaite de Dien Bien Phu en 1954, la France signe les accords de Genève qui donnent l'indépendance au Cambodge et au Laos. Le Vietnam, quant à lui, est divisé en deux, Vietnam du Nord communiste et Vietnam du Sud soutenu par les États-Unis. C'est la fin de ce conflit colonial qui va lentement se transformer en conflit de la guerre froide. Dans les années 50, le mouvement de décolonisation s'accélère et se diffuse en Afrique. En Afrique du Nord, le mouvement indépendantiste algérien, le FLN, déclenche une insurrection généralisée lors de la Toussaint Rouge en 1954. La France s'engage alors dans un nouveau conflit colonial qui va profondément marquer et diviser la société, notamment par l'envoi d'appelés du contingent, qui sont des jeunes Français civils qui font leur service militaire, et aussi par la pratique de la torture. En 1962, un référendum aboutit à l'indépendance de l'Algérie. Malgré ce conflit, on peut dire que la règle en Afrique, ce sont les indépendances négociées. Le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance en 1956. Et en Afrique subsaharienne, une vingtaine d'États obtiennent leur indépendance entre 1957 et 1963 par des processus de négociation plus ou moins préparés, il faut bien le dire. Les pays qui composent l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française accèdent à leur indépendance en 1960. De leur côté, les colonies portugaises de l'Angola et du Mozambique n'obtiennent leur indépendance qu'en 1975, après des conflits longs et violents. C'est donc la fin de ce processus de décolonisation qui aboutit à l'affirmation du tiers-monde et à la remise en cause de l'ordre bipolaire. L'entrée du tiers-monde sur la scène internationale se fait lors de la conférence de Bandung en 1955. À Bandung, les pays d'Afrique et d'Asie qui viennent d'accéder à leur indépendance mettent en place une action commune pour aider les pays toujours en lutte et condamner l'impérialisme. Il s'agit aussi de proclamer une troisième voie entre l'Est et l'Ouest, c'est la naissance du tiers-monde. Les chefs de file de ce mouvement sont l'Indonésien Soekarno, le Chinois Mao Zedong, l'Égyptien Nasser et l'Indien Nehru. En 1961, le mouvement des non-alignés se réunit à Belgrade pour renforcer cette troisième voie, celle du développement et de la coopération. Et ce mouvement du tiers-monde trouve un relais à l'ONU avec la création en 1964 de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui vise à une meilleure répartition des richesses sur la planète. À l'échelle régionale, les nouveaux pays indépendants cherchent à s'organiser et à développer entre eux une solidarité. C'est par exemple le panafricanisme qui s'exprime en 1963 avec la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Au Moyen-Orient, les pays arabes tentent de s'organiser au sein de la Ligue arabe. Après sa victoire diplomatique de la guerre de Suez, l'Égyptien Nasser lance le projet d'une union des pays arabes et se lance en chef du panarabisme. Mais son projet échoue dans un contexte d'opposition à l'État d'Israël. En plus de l'affirmation du tiers-monde sur la scène internationale, on peut noter que les années 60-70 sont marquées par la contestation du modèle bipolaire. Et ce modèle est contesté notamment par l'émergence de la Chine. Alors, si la République populaire de Chine, qui est proclamée par Mao Zedong en 1949, apparaît comme un allié de poids au monde communiste, les tensions avec l'URSS s'accélèrent dès 1956 autour du modèle de développement et de la question du leadership du monde communiste. Proposant une ligne beaucoup plus dure vis-à-vis des États-Unis dans les années 50-60, le gouvernement chinois de Mao Zedong opte pourtant pour une ligne d'ouverture qui est symbolisée par son entrée à l'ONU en 1971 et par la visite de Nixon à Pékin en 1972. En plus de l'émergence de la Chine, la contestation du modèle bipolaire devient flagrante en 1968. En effet, cette année-là, des manifestations se multiplient aux États-Unis et en Europe contre la guerre au Vietnam. Ces manifestations aboutissent dans certains pays, comme en France, à un véritable soulèvement populaire, ce sont les événements de mai 68. Au Mexique, le soulèvement étudiant tourne par contre au carnage avec la mort de 300 manifestants tués par les forces de l'ordre. L'année 68 n'épargne pas le bloc de l'Est puisqu'en Tchécoslovaquie, le dirigeant Dubček, qui veut créer un socialisme à visage humain, supprime la censure et autorise les voyages. C'est ce qu'on a appelé le printemps de Prague qui est violemment écrasé
en août par les troupes soviétiques. Aux États-Unis, l'assassinat du leader noir Martin Luther King entraîne l'embrasement des ghettos. Et aux Jeux olympiques de Mexico, les athlètes Tommie Smith et John Carlos protestent contre les discriminations raciales aux États-Unis. Pour finir, intéressons-nous au proche Moyen-Orient, conflit de foyer majeur. Alors, les tensions entre Israël et les pays arabes restent très fortes. En 1956, Israël intervient avec la France et le Royaume-Uni en Égypte contre la nationalisation du canal de Suez. En 1967, alors que l'Égypte cherche à bloquer l'économie israélienne, Israël déclenche une attaque éclair qui aboutit à l'occupation des territoires palestiniens et du Sinaï égyptien. C'est ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Si Nasser meurt en 1970, son successeur, Anwar el-Sadat, reprend la politique anti-israélienne. Et en 1973, l'Égypte et la Syrie déclenchent une offensive contre Israël. C'est la guerre du Kippour, qui est une nouvelle fois remportée par Israël. Cette guerre marque la fin de l'unité du monde arabe contre Israël. En 1975 débute la guerre civile au Liban entre milices chrétiennes, réfugiés palestiniens et formations musulmanes qui déstabilisent encore davantage la région, notamment avec l'intervention dans le conflit d'Israël et de la Syrie. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est créée au Caire avec à sa tête Yasser Arafat. L'OLP décide d'internationaliser la question palestinienne, surtout après l'occupation de la Palestine en 1967 par les troupes israéliennes. Le mouvement se tourne alors vers le terrorisme, au travers de détournements d'avions et d'attentats. Et un mouvement terroriste lié à l'OLP pénètre lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 dans le village olympique et prend en otage 11 athlètes israéliens. Les terroristes réclament la libération de 234 prisonniers palestiniens qui sont emprisonnés en Israël. La prise d'otage aboutit au massacre des 11 athlètes israéliens et se termine par la mort de 5 des 8 terroristes palestiniens et d'un policier allemand. Alors on peut donc dire, pour conclure, qu'en 1975, même si les tensions liées à la guerre froide sont plus faibles, la partition du monde en 2 grands mouvements continue d'être un moteur central des questions internationales. Le processus de décolonisation est globalement achevé, et les pays d'Afrique et d'Asie qui ont accédé à l'indépendance oscillent entre volonté d'indépendance et alignement sur les 2 superpuissances afin d'assurer leur développement et leur politique. Dans un ordre géopolitique moins bipolaire, les pays du tiers-monde peinent toutefois à faire entendre leur voix et les enjeux liés à la transformation de leur économie, dans un contexte international marqué par l'affirmation du problème palestinien et les difficultés des pays occidentaux face au ralentissement de leur économie. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette vidéo. J'espère que vous aurez compris l'essentiel. Sinon, comme d'habitude, vous me posez des questions, que ce soit en cours ou bien encore sur YouTube. N'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite. Allez, bye!